Et à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé hier au lancement officiel des travaux de l'atelier de validation du modèle et de normes d'approvisionnement responsables des entreprises générales du cobalt. Pati Tondong a signé ce reportage. Réfléchir sur les normes d'approvisionnement responsables de l'entreprise générale du cobalt, une filière de la Gécamine qui a le monopole de l'achat du cobalt issu de l'exploitation artisanale, c'est la raison d'être de l'atelier de validation du modèle énorme. Un atelier qui, pour le Premier ministre, marque une étape décisive des pansements des activités liées à l'exploitation artisanale des minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Pour Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, le gouvernement de la République est déterminé à poursuivre le processus d'assainissement de la filière artisanale des minerais stratégiques pour une double perspective. Le gouvernement entend accélérer le processus d'assainissement de la filière artisanale du cobalt en déployant sur terrain le GSM, avec des objectifs clairs et précis pour concrétiser les efforts de normalisation entamés dans l'indispensable préalable, à savoir un cadre normatif bien en phase avec les normes internationales, notamment celles de l'OCDE, telle qui nous a été remarquablement définie par Madame la ministre des Mines. Nous considérons qu'à ce stade, il est impérieux de s'accorder une bonne fois pour toutes sur les derniers réglages afin de déployer tous nos efforts sur terrain et de faire réellement de l'exploitation artisanale de ces substances minérales un outil stratégique de notre politique économique. Accélérer le processus d'assainissement de la filière artisanale du cobalt, c'est l'exercice auquel les gouvernements s'attellent avec comme objectif de concrétiser les efforts pour la mise en place d'un cadre approprié qui respecte les normes internationales. La santé en Afrique, c'est autour de ces thèmes que le ministre, membre de l'Union africaine du secteur de la santé, réfléchisse à Marrakech, au Maroc. La République démocratique du Congo était représentée à ces assises par son ministre de la Santé, nous dit Anastasie Doumbou. C'est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI que les assises de la 12e conférence africaine sur la réduction des risques en santé et la sécurité alimentaire se sont ouvertes du 27 au 29 septembre 2023 à Marrakech au Maroc. C'était avec la participation du ministre de la Santé, de l'Environnement, des Eaux et Forêts, du Développement rural et les ambassadeurs, en partenariat avec l'association africaine Global Itch. Ce cadre propice d'échange, d'informations et d'expériences permet aux participants de s'approprier des expériences africaines, de relever les défis liés à l'eau, à l'environnement et à la sécurité alimentaire en Afrique. En tant que scientifique et qu'acteur associatif, nous avons un rôle à jouer. Ce séisme est venu nous tirer une sonnette d'alarme pour nous réveiller par rapport à l'ignorance de notre public, notre grand public et de nos jeunes par rapport aux risques naturels qui sont en fait, comme leur nom l'indique, c'est des risques naturels qui nous entourent. Nous avons publié un certain nombre de mini-vidéos pendant le séisme pour tirer la sonnette d'alarme par rapport aux fake news, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'un séisme de façon simple, pour démystifier ces choses et pour donner un peu d'assurance et rassurer les gens, non pas par rapport au fait qu'il n'y a pas de risque zéro, n'existe pas, mais par rapport à comprendre ce qui les entoure pour mieux appréhender ce qui peut se passer. Cette rencontre permet également aux experts des différents domaines de la vie d'atténuer les effets des crises sanitaires sur le plan humanitaire à travers des nouvelles recommandations qui vont aboutir au choix stratégique d'élaboration des politiques sanitaires, ce en vue de préserver les écosystèmes.
Les investisseurs égyptiens s'engagent à investir dans les secteurs pharmaceutiques congolais, ceci grâce aux opportunités qu'offre la République démocratique du Congo à travers la zone économique spéciale des Maluku. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte a présidé la cérémonie de clôture du forum sur l'exposition de produits pharmaceutiques égyptiens. Nicole Seseploka. Le renforcement de la coopération médicale entre Kinshasa et le Caire était au centre de l'exposition médicale de l'avenir au Congo. Unis pour une santé durable en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Musenga, a salué l'excellence des relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays. Ce forum de 3 jours sur les produits pharmaceutiques égyptiens s'inscrit dans le cadre du développement d'une santé durable en République démocratique du Congo. En Égypte, nous sommes en même d'avoir des produits qui respectent les standards internationaux. L'objectif, ce n'est pas simplement de faire connaître le produit au peuple congolais, c'est plutôt amener des investisseurs ici en RDC. Comme nous avons la zone économique spéciale de Maluku, vous le savez, très bientôt les Égyptiens seront là en train de produire les produits pharmaceutiques dans cette zone. Dans une année, tout au plus 2 ans, déjà nous aurons des unités de production ici localement. Mais c'est une phase qui prendra, d'abord on va commencer par les emballages finaux et après nous allons commencer à mettre des tablettes dans des plaquettes. Et après, nous allons commencer à remplir les capsules pour enfin avoir la chaîne complète de la fabrication jusqu'à l'emballage et les livraisons. Les pharmaciens et médecins congolais et égyptiens ont échangé leur expérience professionnelle relative à la production des médicaments, leur emballage et la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Les journalistes congolais à l'école du savoir. Durant 3 jours, les chevaliers de la plume seront outillés sur le code de bonne conduite journalistique en période électorale. L'objectif est de lutter contre la campagne précoce, nous dit Tétis Samba. L'objectif est d'adopter un code de bonne conduite pour lutter contre la campagne électorale précoce. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont se pencher sur les notions de base relatives au code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale, la gestion de la campagne électorale, dispositions juridiques relatives à la gestion de la campagne médiatique et à l'affichage des effigies de campagne, organisée par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec le CESAC, l'UNPC, les ministères du numérique et de médias. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de l'élaboration du code de la bonne conduite des journalistes congolais en période électorale a eu lieu jeudi 28 septembre 2023 au Centre catholique Caritas. La CENI a besoin des journalistes qui couvrent les événements électoraux selon les règles de l'art. Il ne me reste qu'à souhaiter plein succès à cet atelier d'élaboration de 2 documents très importants, à savoir le code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale et les mesures de gestion de la campagne électorale. Le CESAC s'est fait fort d'adresser une énième mise en garde aux médias congolais enclins à prêter le flanc aux pulsions politiciennes de la campagne électorale précoce. Il a été clairement demandé à tous les médias qui s'adonnent à cette pratique, au mépris de la loi, de cesser immédiatement, sous peine de sanctions conformément à la directive du CESAC. L'adresse du CESAC dont question n'avait pas manqué de rappeler les dispositions de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Prennent part à ces assises les agents et cadres de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de l'Union nationale de la presse congolaise et des ministères du numérique et des médias. Les femmes de ménage et les nounous, ces personnes importantes de nos jours, dans nos ménages peuvent entraver l'éducation de nos enfants car la plupart d'elles sont non instruites. Aujourd'hui à Kinshasa, il existe des maisons appropriées pour la garde des enfants afin de contourner ces déficits. Mireille Ndeke nous fait découvrir le vrai rôle de ces personnes qui nous accompagnent au quotidien. Suivez.
Des femmes de ménage et des nounous, 2 employés essentiellement pour assurer la garde des enfants et de tâches ménagères. Seulement, un sérieux problème de qualification se pose et déstabilise de nombreuses familles. Très souvent, nous trouvons de nounous pour nous seconder dans certaines tâches ménagères, mais également pour la garde de nos enfants pendant que nous sommes au travail ou dans d'autres occupations. Or, il y a parmi elles celles qui sont instruites et celles qui ne le sont pas. Mais c'est beaucoup mieux d'en trouver celles qui sont instruites car elles peuvent apporter une influence positive sur l'éducation des enfants. À Kinshasa, par exemple, la garderie Lavanchi, située dans la commune de Ngaliema, vient répondre à ces déficits pour établir l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle de parents. Les enfants sont pris en charge des 3 mois à 5 ans. La promotrice est d'abord enseignante, elle est éducatrice. C'est pourquoi elle a eu cette idée de créer cette garderie pour aider nos enfants et nos familles à concilier leur vie familiale et leur vie privée. Lavanchi, une idée d'une Congolaise de la diaspora inspirée du modèle suisse. La prise en charge de l'enfant se fait au respect de son individualité et de son développement. L'apport pédagogique est très important. Le respect de l'individu et l'acceptation des différences, l'estime de soi, la bienveillance, la pédagogie positive, l'écoute et la communication et surtout la confiance. Quand vous nous donnez vos enfants, vous allez voir qu'à la fin d'un cycle, vous aurez une très bonne éducation de vos enfants. Un environnement favorable à créer la confiance en soi et développer la créativité et l'autonomie des enfants. Cette institution est une réponse à l'appel du président de la République, invitant ainsi les compatriotes à revenir investir au pays. La ministre d'État en charge de l'environnement a échangé avec les secrétaires exécutifs du comité consultatif sur la mobilisation des ressources et de la biodiversité. Au centre, la tenue de la première réunion de ces comités consultatifs. Les détails avec Chimène Dondo. Eve Bazaïba et David Cooper ont ainsi évalué l'état d'avancement à mi-parcours de travaux de Kinshasa qui devront s'achever ce 29 septembre 2023. Les travaux de Kinshasa ont, selon le secrétaire exécutif du comité consultatif, tablé entre autres sur le mécanisme existant pour la mobilisation de ressources en faveur de la biodiversité, notamment à travers le financement public-privé. C'est la première réunion de cette comité important pour discuter comment augmenter les fonds qui étaient disponibles pour le pays comme le Congo, pour tout le pays, mais le pays comme le Congo. C'est clair qu'avec toute la biodiversité que le Congo abrite, avec les forêts, avec les tourbières, on a besoin de la fonds pour protéger les écosystèmes. Et en même temps, donner à les gens les opportunités pour le développement et éviter la pression sur la forêt. Nous avons discuté aussi les activités de le ministère, du gouvernement, la législation et aussi les activités pour la mise en œuvre. Le prochaine étape porteront sur le développement de nouvelles stratégies globales pour la mobilisation de ces ressources estimées. David Cooper qui annonce la mise sur pied d'un plan de travail en conséquence. Les responsables des associations de personnes vivant avec handicap, un atelier d'information sur les plaidoyers en faveur de la sécurité alimentaire des PVH. Les stratégies communes à mettre en place pour résoudre cette question figurent parmi les sujets clés de ces assises, nous dit Iverson Kabola. Axé sur les plaidoyers en faveur de la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo.
L'atelier des leaders des organisations des PVH s'est fixé comme objectif principal réfléchir sur les stratégies communes à mettre en place, stratégies visant à amener le gouvernement de la République à présenter les rapports initiaux sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux personnes vivant avec handicap, a indiqué Maître Patrick Pindou, coordonnateur national de la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap au Congo, FENAFACO, qui regroupe les organisateurs des PVH en RDC. Nous avons voulu réfléchir sur une stratégie commune que les organisations des personnes avec handicap représentatives doivent mettre en place pour pouvoir amener le gouvernement de la République à pouvoir présenter les rapports initiaux sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, au Comité des droits des personnes handicapées à Genève, et aussi mettre en place une stratégie pour pousser et le gouvernement et le Parlement à pouvoir voter et promulguer la loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Les intervenants ont tour à tour orienté leurs exposés sur comment éradiquer l'insécurité alimentaire au profit des PVH d'une part et comment peaufiner des stratégies de plaidoyer auprès des décideurs pour connaître la place des vulnérables dans la société d'autre part. Initiative de et Blikongo attendait, nous sommes capables qui œuvrent dans le renforcement des capacités pour un plaidoyer sur la question de l'insécurité alimentaire. Le gouverneur du Haut-Ouélé a lancé officiellement l'opération de recensement biométrique des agents de la fonction publique provinciale. Suivez. Le goût de cette vaste opération de recensement et d'identification des agents et fonctionnaires de la fonction publique provinciale du Haut-Ouélé, donné personnellement par le gouverneur Christophe Bassian-Nanga, soumis à cet exercice en premier ce mercredi 27 septembre 2023, vise la maîtrise des effectifs. C'est une opération très importante que nous avions initiée pour que, au niveau de la province, nous puissions maîtriser les effectifs, décourager les faux agents. Il y avait certains prestataires qui n'en avaient pas qualité. Les agents de son cabinet et de ministères provinciaux, ceux de la Direction générale des recettes ainsi que de la Régie provinciale des travaux publics et assainissement sont concernés par cette opération. J'invite tout le monde qui travaille ou engagé ou qui a un certain contrat avec la province, en ce qui concerne les prestations ici, de pouvoir accepter de s'identifier. Une fois qu'on est identifié, et alors à ce moment-là seulement, on peut, n'est-ce pas, continuer à travailler. La conséquence logique de cet enrôlement est la stabilisation de la rémunération, rassure le pragmatique gouverneur qui en appelle à une opération apaisée. C'est aussi pour la bancarisation de tous les agents de la province du Haut-Ouélé. À partir de cet exercice, une fois que tous les agents sont identifiés, à ce qui concerne leur salaire, ça se fera automatiquement. Donc à partir de la maîtrise des effectifs, à partir de l'identification et à partir de l'obtention des cartes biométriques, 3 jours, soit du 28 au 30 septembre, sont consacrés pour la vaccination contre la poliomyélite dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette campagne. Le lancement a eu lieu à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, nous dit Constance Mananga. Près de 2 millions d'enfants sont attendus dans toutes les 24 communes de la ville-province Kinshasa pour être vaccinés contre la poliomyélite. Des journées nationales de vaccination organisées dans 14 provinces pour booster l'immunité des enfants de 0 à 59 mois contre la polio. Toutes les précautions ont été prises pour sécuriser les vaccinateurs, a dit les représentants de la ministre provinciale de la Santé, ville de Kinshasa, qui a procédé au lancement de cette campagne qui va se dérouler du 28 au 30 septembre 2023. La poliomyélite, qu'on appelle localement Buka-Buka, est une maladie très contagieuse qui se manifeste par une paralysie brusque d'un ou de plusieurs membres de l'enfant. Elle affecte le plus souvent les enfants de moins de 5 ans, surtout lorsque ceux-ci n'ont pas été vaccinés, le sont incomplètement. C'est une maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement. La vaccination reste la moyen de lutte le plus sûr et le plus efficace pour protéger nos enfants. La pandémie à Covid-19 a reculé les efforts consentis pour l'éradication de la poliomyélite au pays.
Cette campagne est une réponse aux épidémies de poliomyélite qui sévit en République démocratique du Congo depuis 2017. Les cœurs, cet organe indispensable de l'homme, était au centre d'une journée de réflexion organisée par le Centre militaire d'excellence cardiovasculaire. Les militaires du camp Kokolo ont appris comment prendre soin de son cœur pour ne pas tomber dans l'hypertension. Suivez. Le cœur continue d'être un véritable fléau de santé publique, représentant la première cause de mortalité dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, le service de cardiologie du Centre militaire d'excellence de cardiovasculaire, dont le commandant du centre, le Dr Mboma Rachete, a souligné l'importance capitale du système de l'hypertension par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a lancé un appel à tous les militaires d'adopter les meilleures hygiènes de vie afin de prévenir l'hypertension artérielle et de limiter les complications. Elle a ensuite lancé un appel aux autorités compétentes de soutenir le programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires afin de leur permettre d'améliorer la santé des militaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. J'appelle à tous les militaires d'adopter une meilleure hygiène de vie afin de prévenir l'hypertension artérielle et de limiter les complications. Mon étude sur le non-contrôle de l'hypertension artérielle à l'hôpital militaire central a montré que 72,1% de militaires hypertendus suivis à l'hôpital militaire central n'étaient pas contrôlés. C'est ce qui a fait que nous puissions choisir les thèmes sur l'hypertension artérielle, afin de prévenir les militaires et puis de limiter les complications cardiovasculaires auprès des militaires déjà hypertendus. Vêtus tous aux couleurs du drapeau national pour féliciter les chefs de l'État pour les prouesses enregistrées dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Les jeunes de Kinshasa seront tous demain au stade Tata Raphaël pour prendre part à une rencontre organisée par les Conseils national de la jeunesse. Les détails avec José Paitombo. Miracle congolais contre toute attente et malgré multiples reports qui ont provoqué inquiétude, Kinshasa a réussi à organiser le 9e jeu de la francophonie avec succès. C'était l'un des grands défis relevés depuis que ces compétitions existent et grâce à l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa détermination, sa bravoure, son savoir-faire ont amené à l'organisation et à la réussite de cet événement qui fait parler de notre pays dans les concerts des nations. La jeunesse congolaise, qui ne peut pas rester indifférent face à cette réussite, se donne rendez-vous ce samedi 30 septembre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi en prélude de l'événement qui va rassembler la jeunesse de la République démocratique du Congo, William Mukambila, président du Conseil de la jeunesse, parle d'une occasion pour les jeunes de rendre un vibrant hommage au chef de l'État. Occasion aussi pour la CNJ de ramener la conscience collective de la jeunesse congolaise au bon sens, au patriotisme et à la cohabitation nationale autour du symbole de l'unité nationale, le chef de l'État qui se bat jour et nuit pour sortir le pays du gouffre indescriptible longtemps submergé. La RDC est un pays culturellement fort en Afrique et un pays connu pour plusieurs talents dans sa jeunesse. Cette grande messe de la jeunesse que nous organisons ce samedi 30 septembre sera également une occasion pour nous de féliciter le président de la République et le gouvernement Sama Lukonde, non seulement pour ses infrastructures de l'ordre sportif, mais également pour toutes les réalisations et des actions posées par le gouvernement, par le chef de l'État, en faveur et pour le compte de la jeunesse. Les rendez-vous est donc pris pour ce samedi 30 septembre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. La gouverneure de la Tchopo a promis de s'impliquer financièrement aux travaux de construction du stade de l'Athénée de Kisangani. Elle l'a dit lors des échanges qu'elle a eus avec le président de la Ligue de jeunes de Kisangani. Suivez. Au cours de cette audience d'environ 1 heure, le président de la Ligue de football de la Grande Orientale, Guy Lusangui, sollicite auprès de l'autorité provinciale l'organisation de tous les matchs au terrain de l'Athénée de Kisangani en lieu et place de les délocaliser en Ituri, conformément aux vœux de la LINAFOOT.
Les travaux du terrain de l'Athénée étant avancés, Madeleine Nikomba Sabangou, au nom de son gouvernement provincial, promet son implication financière pour parachever les travaux d'ici quelques jours. Il n'est pas normal que nous puissions amener nos jeunes à aller jouer tous les matchs en Ituri. Vous savez que les travaux sont déjà en cours au niveau de l'Athénée, même au niveau du stade de Mumba. Nous avons sollicité de la Linafoot qu'on puisse nous envoyer un délégué qui puisse venir pour constater que les travaux évoluent, non seulement au niveau du stade de Mumba, mais aussi au niveau du terrain de l'Athénée, où nous avons déjà sécurisé l'aire de jeu. Il nous reste quelques petits travaux qu'on va terminer sûrement d'ici une semaine. Au sujet des 20 000 $ américains donnés par la Linafoot pour la construction d'un bureau de la Ligue à Kisangani il y a quelques années, le numéro 1 de la province promet de mettre à la disposition de la Ligue un terrain en quelques heures. Comme vous savez, on avait envoyé 20 000 $ à la Ligue de plusieurs années aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, la fédération demande à la Ligue que si la province de la Tchopo n'est pas capable de mettre à sa disposition un terrain, que nous puissions aller construire ce bureau-là au niveau de l'Ituri. Chose qui n'est pas aussi acceptable. C'est pourquoi l'autorité provinciale a dit que non, désormais, d'ici 48 heures, elle va trouver un terrain pour que la Ligue puisse commencer justement cette construction-là. A noter que le président de la Ligue, Guy Lusangi, était accompagné par l'honorable Dedoche Lusangi. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolodemazou. Bonjour à tous. Crime dans l'Est, le procureur de la Cour pénale internationale favorable à la création d'un tribunal international mixte en République démocratique du Congo rapporte le potentiel. Karim Khan, écrit le journal, a émis le souhait lors des assises de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York de la création des tribunaux mixtes national et international sur les crimes dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Abordant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, le procureur de la CPI a recommandé la création de 2 tribunaux qui seraient compétents pour juger les individus et chefs de guerre qui sèment la désolation depuis plus de 30 ans à l'Est de la République démocratique du Congo. Stade de l'unité de Goma, une roquette lâchée par inadvertance cause un mort et 11 blessés selon l'avenir. Autour de 16 heures à Goma, un mouvement de panique a gagné cette ville volcanique. Si certaines sources ont évoqué un attentat, d'autres ont pressenti une attaque. Dans cette circonstance, les autorités provinciales ont été dans l'obligation de dire à l'opinion ce qui s'est réellement passé, mais aussi apaiser la population qui était sur le qui-vive. Pour le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, une roquette que détenait un élément des forces armées de la RD Congo à bord d'une jeep militaire a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette est tombée au stade de l'unité et a causé 12 blessés, dont 11 civils et le militaire détenteur de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où malheureusement l'un a succombé à ses blessures. Agression du territoire national, la société civile alerte sur l'annexion des zones occupées par le 1-23 à l'Ouganda, révèle le potentiel. Des pans entiers du territoire national seraient déjà annexés à l'Ouganda. Le potentiel cite Radio Okapi qui a joint certains habitants de Rutshuru. Ces derniers font état de nouvelles bornes qui ont commencé à être placées par les autorités ougandaises en ce moment où Bunagana est contrôlé par les terroristes du 1-23. L'on parlerait d'environ 3 km en profondeur de la RDC qui sont annexés frauduleusement à l'Ouganda. Les populations congolaises, via le gouvernement central, doivent ouvrir l'œil et le bon pour ne pas être surpris à la fin de l'occupation, conclut le journal. À la suite du scandale autour de l'examen d'État, Tony Mwaba interpellé à l'Assemblée nationale, une livraison de Forum des As. Un député national, écrit le confrère, vient d'adresser une interpellation au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Selon cet élu, 2 causes motivent son acte. En premier lieu,
il y a la double publication des résultats de l'examen d'État 2022-2023 et en second lieu, la décision du ministre de l'EPST obligeant les parents à payer les frais de participation à l'examen d'État avant le 25 octobre 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces journaux réalisés par Merveille Mikomo et Louison Moulongoy. Emmanuela Commissaire a concouru à sa rédaction et Michel Tamouzi était là pour le compte de Malentendant. Jassi Matondo a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. RTNC